XIXe siècle, le féminicide devient une attraction, notamment au music-hall, mais pas seulement, et vous évoquez le tour de la femme coupée en deux. Et vous affirmez et démontrez que le meurtre symbolique de la femme à moitié nue donne du plaisir au spectateur. Pourquoi a-t-on éprouvé le besoin de transformer la destruction des femmes en un divertissement, en quelque chose de ludique, d'amusant? Et je trouve que cette question, des journalistes l'ont posée à Alfred Hitchcock, dont la quasi-totalité des films sont féminicidaires, c'est-à-dire mettent en scène le meurtre de belles jeunes femmes. Hitchcock répondait si je mets en scène des meurtres de femmes, c'est parce que ça marche. Et c'était cynique, mais c'était très vrai. Et je crois que la vérité de sa phrase ne doit pas nous choquer, mais simplement nous faire réfléchir. Pourquoi, à main gauche, on est authentiquement scandalisé par les meurtres de femmes qui arrivent 2 ou 3 fois par semaine en France, et à main droite, on est les premiers à regarder les Hitchcock, les Fritz Lang, les séries télé, les thrillers, les films d'horreur, qui tous commencent par des massacres de femmes. C'est une contradiction qui nous traverse et qui est au cœur de ma réflexion. Alors pour ce qui est des tours de magie que vous évoquiez, à partir de la fin du XIXe siècle, il y a un tour de magie qui fait florès dans les grandes métropoles d'Europe et d'Amérique du Nord. C'est le numéro de la femme coupée en deux. Donc on fait monter sur scène l'assistante du magicien, et puis on l'insère dans une espèce de cercueil, enfin en tout cas de boîte, et puis on fait passer une scie circulaire. Alors là, il y a un certain nombre de trucages, du faux sang qui jaillit sur le public, l'assistante qui pousse des hurlements, bon. Et puis finalement, ouf, elle n'est pas morte, et puis elle vient saluer. Et ça, c'est des tours de magie qui jouent justement sur ce que Aristote appelait la catharsis, c'est-à-dire que ça permet de nous faire traverser plein d'émotions, à la fois la peur, la terreur, la jouissance, l'excitation, le soulagement, et ça présente le féminicide comme un divertissement qui est proposé à des centaines de milliers de personnes, hommes et femmes, et les observateurs à l'époque notent avec malice que ce sont les femmes qui applaudissent le plus. Aussi, il y avait comme ça un rapport un peu spéculaire vis-à-vis de la scène, comme si elles apprenaient une compétence qui est celle de faire attention dans leur propre vie, pour pas qu'elles deviennent elles-mêmes la prochaine victime d'un tour de magie beaucoup plus macabre, dont elles seraient les premières témoins et victimes. Et puis il y a un autre tour de magie qui est quasiment identique, c'est celui qui consiste à enfermer une femme dans une boîte et à transpercer la boîte avec des lances, des fers. Bon. C'est un tour de magie dont parle Annie Ernaux au tout début de son livre Les Années, et elle raconte que petite, on l'a emmenée au cirque, et qu'elle a vu un de ces tours de magie et qu'elle en a été vraiment épouvantée. Alors moi, là je vous en parle avec recul, mais bon, pour un enfant, je pense que c'est pas, voilà, ça peut inspirer une certaine terreur, et puis ça apprend surtout aux petites filles et aux femmes ce qui pourrait leur arriver. Tout ça, ce sont des contes d'avertissement. C'est divertissement pour les uns, avertissement pour les autres. Oui, vous montrez que le spectacle de la mise à mort d'une femme sert, dans une certaine mesure, à assigner les femmes à une certaine place dans l'ordre social. Il y a aussi cet aspect-là. Disons que c'est une manière de les avertir. Et on le voit dans une autre forme féminicidaire qui est massive, elle aussi, c'est l'opéra. L'opéra classique, donc sur les 150 ans qui séparent la flûte enchantée des opéras de Puccini, en gros, il y a 150 ans de scénarios féminicidaires, et le récit est très souvent le même. Il est ici vraiment structural, c'est-à-dire que le même récit, comme une névrose, se retrouve décennie après décennie et opéra après opéra. C'est l'histoire d'une femme libre, trop libre, les femmes sont toujours trop libres, et elle était, comme la femme était trop libre, eh ben, elle a été tuée. Il fallait la tuer. Et c'est même de sa faute parce que, comme elle était trop libre, c'est elle qui a attiré le châtiment sur elle. Et ça, je le dis en quelques phrases, mais je résume des dizaines et des dizaines d'opéras. C'est l'histoire de la flûte enchantée, par exemple, la reine de la nuit qui est présentée comme une méchante. En fait, on comprend dans l'opéra qu'elle a été dépossédée de ses pouvoirs et qu'elle essaye de retrouver le cercle du soleil qui lui a été confisqué.
c'est bien sûr l'histoire de Carmen. Alors là, c'est vraiment, là encore, paradigmatique, puisque Carmen est une femme libre qui est capable de se moquer des hommes, et comme elle le dit à Don José à la fin, je ne te céderai pas. Et il la tue. Il y a beaucoup d'héroïnes de Verdi ou de Puccini qui subissent le même sort, soit parce qu'elles sont tuées sur scène, soit parce qu'elles sont victimes de ce que j'appelais tout à l'heure un féminicide symbolique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un féminicide symbolique à l'opéra? Eh bien c'est l'héroïne qui se suicide ou qui meurt d'une maladie de poitrine. Donc on ne la tue pas véritablement, enfin on s'en débarrasse. Et d'ailleurs, généralement, l'opéra s'arrête là. Par exemple, à la fin de la Traviata, une autre femme libre, Violetta, meurt opportunément de tuberculose, et puis l'opéra est terminé, on peut rentrer chez soi. C'est la même chose dans Péléas et Mélisande de Debussy. Elle, en plus, elle aimait un autre homme que son mari. Alors bon, ça aussi c'était malheureux, et donc c'est pour ça que son mari peut la tuer. Mélisande meurt, l'opéra est terminé. Et c'est la même chose pour les opéras de Puccini. Je veux dire par là que le script est très souvent identique. C'est une femme qui est trop libre, liberté professionnelle, liberté amoureuse, liberté sexuelle, liberté verbale, liberté psychologique. Et comme elle est trop libre, il y a un moment ou un autre, il faut qu'elle disparaisse, dans un féminicide réaliste ou symbolique, et ensuite l'ordre social revient, et l'opéra est terminé. Alors, dans un tout autre genre, vous vous intéressez à la figure de la final girl dans les films d'horreur, c'est-à-dire celle qui survit au tueur, et vous soulignez un paradoxe, c'est que pour survivre, cette victime potentielle, donc, qui échappe à son sort, doit se masculiniser. Est-ce qu'il existe une possibilité de résistance, d'action, de survie féminine qui ne serait pas un simple calque de valeur masculine? Pour écrire ce livre, j'ai regardé une trentaine de films d'horreur, et c'est une expérience que je vous recommande. Enfin, 30 c'est beaucoup. Moi je l'ai fait pour raison professionnelle, mais quand même essayez d'en voir quelques-uns, c'est important, c'est intéressant. Et notamment j'ai regardé toutes les grandes franchises, les classiques de l'horreur, donc les Vendredi 13, les Halloween, les Freddy, il y en a déjà 30, parce qu'il y a quasiment 10 remakes par franchise, et puis bon, d'autres classiques. On peut même considérer que Psychose de Hitchcock est un des premiers films d'horreur, enfin, en tout cas d'épouvante. Et là aussi, j'ai retrouvé des scènes qui sont toujours structurelles, qu'on retrouve là encore de manière vraiment avec une régularité stupéfiante. Et une des scènes qu'on retrouve le plus souvent, c'est le massacre de la jeune femme qui commence à peine sa vie sexuelle. Donc on retrouve d'ailleurs des schémas de Sade, ou des schémas que j'évoquais pour les tours de magie. Et donc en gros, c'est toujours une jeune femme, alors une adolescente ou une jeune femme qui soit elle flirte, soit elle embrasse pour la première fois un garçon, et d'une manière ou d'une autre, elle va être massacrée, alors soit par le tueur, soit par un requin, enfin bon bref, ça c'est toutes les variations du cinéma d'horreur. Une scène célèbre, c'est dans Vendredi 13, à un moment c'est une espèce de colonie de vacances, et avant que les enfants arrivent, ce sont les moniteurs qui préparent le camp, et à un moment il pleut, c'est la nuit, et une des monitrices prévient les autres qu'elle va aller au bout du jardin, voir ce qui se passe. Bon, je précise qu'elle est en culotte, qu'il pleut et que c'est la nuit. Comme chacun sait, les femmes aiment aller au fond du jardin la nuit en culotte. Et quand elle dit ça, on sait que dans les 5 minutes, elle va être tuée. Et c'est ce qui arrive. Et donc, ça, ce sont des scènes qui sont, encore une fois, qui relèvent à la fois de cette structure de pensée, et aussi d'une forme de névrose collective. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est fou, c'est vraiment une forme de névrose collective, puisque nous regardons ces films et nous les apprécions. Et donc ce continuum de l'épouvante féminicidaire vient présenter justement des motifs d'attitude féminine qui se résolvent dans la violence qu'elles auront elles-mêmes déclenchée. Alors, comme vous le disiez, il y a un personnage qui revient très souvent, c'est ce qu'une chercheuse américaine en études cinématographiques a appelé la final girl, en français la dernière fille. La dernière fille, c'est un schéma qu'on retrouve presque dans chaque film d'horreur ou d'épouvante. C'est la femme qui est capable de confronter la cruauté du tueur. Elle n'a pas peur.
Elle n'a pas peur et donc elle va faire une confrontation finale avec le tueur et parfois elle arrive à le vaincre. Hein. C'est le cas par exemple dans Alien, même si Alien il n'y a pas vraiment, bon, c'est pas un homme qui tue, mais on est à peu près dans ces codes-là. Et l'héroïne de Alien est une final girl complètement masculinisée, c'est-à-dire qu'elle n'a quasiment plus rien de féminin. D'ailleurs, les codes vestimentaires et les codes physiques sont très éloquents. Elle n'est jamais blonde, elle est toujours brune. Elle n'est jamais opulente, elle est toujours mince et très musclée. Elle a un côté très dur. Elle est capable de parler à tu et à toi avec les hommes. Elle est aussi forte qu'un homme. Et c'est pour ça justement qu'elle devient une final girl et qu'elle est capable d'échapper à la terreur, alors que toutes les filles d'ouverture, les espèces de putains blondes d'ouverture, elles ont été massacrées. Bon, ça fait partie de... Ça, elles sont passées par perte et profit du cinéma d'horreur. La première occurrence de cette final girl, c'est dans les contes du XVIIe siècle, dans le conte notamment La Barbe Bleue de Charles Perrault, où la 7e épouse qui entre dans le cabinet interdit peut être qualifiée de dernière fille, de final girl, parce que les 6 premières épouses ont été massacrées, et puis la 7e, elle, va être capable, par son courage, par sa ruse, par sa force morale, de déjouer la cruauté de son mari. Et ça au-delà de cette masculinisation des femmes, ça renvoie aussi à une forme de courage au féminin, parce que d'une manière ou d'une autre, ce sont des femmes qui n'ont pas peur et qui, au-delà de la force physique et du courage, mettent en scène une indépendance intellectuelle. Notamment dans le conte Barbe Bleue, elle entre, alors que c'est interdit, elle entre dans le cabinet. Et ça, c'est quelque chose de métaphorique, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'il ne faut pas le faire, et elle le fait quand même. Et ça, c'est une très belle métaphore d'émancipation féminine. Toutes ces femmes à qui on a dit qu'il ne fallait pas faire ci, qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il ne fallait pas se comporter comme ci et comme ça, et qui l'ont fait quand même, eh bien, peuvent survivre, ou en tout cas conjurer la violence sociale. Et une dernière question avant de faire circuler le micro dans le public. Est-ce qu'il y a une possibilité de s'extraire de cette culture, d'en faire abstraction, ou est-ce que simplement s'y confronter en ayant conscience de sa réalité et de ses implications peut suffire? Mon propos en aucun cas est celui d'un censeur. J'aurais même envie de vous redonner envie de relire, de réécouter, de revoir tous ces chefs-d'œuvre. Et c'est ça sans doute le plus douloureux, c'est que toutes ces œuvres qui sont des ramassis de clichés féminicidaires et misogynes sont aussi des grands chefs-d'œuvre. C'est Carmen, c'est La Flûte enchantée, c'est Psychose de Hitchcock. On peut pas jeter tout ça. Parce qu'à la fin, on n'aurait plus la Bible, on n'aurait plus la mythologie, on n'aurait plus le cinéma, on n'aurait plus les contes, on n'aurait plus rien en fait. Donc, ce qui est douloureux, c'est le fait que la culture du féminicide, c'est notre culture tout court, et que, comme on ne peut pas tout jeter à la poubelle, sinon on détruirait notre culture elle-même, il faut regarder les choses autrement, avec un autre regard, et une espèce de consommation non voyeuriste, sans complaisance, et surtout sans naïveté. Alors que faire? Puisque je n'ai pas l'âme d'un censeur, j'essaie d'un écrivain, comme je le disais tout à l'heure, il me semble qu'on peut créer autrement. Tant que des femmes seront tuées, je crois qu'il faudra en parler plutôt que de les ensevelir sous l'indifférence ou de détourner le regard. Donc en parler, très bien, créer même, pourquoi pas, avec des féminicides, mais autrement, sans complaisance, sans voyeurisme, sans laisser entendre que le féminicide c'est le nec plus ultra du romantisme, comme si c'était vraiment le geste romantique ultime de tuer celle qu'on prétendait aimer. Comment inventer une autre culture du féminicide? L'expression que j'ai proposée, c'est celle de contre-culture du féminicide. La contre-culture du féminicide consisterait à représenter, illustrer, raconter des meurtres de femmes, mais autrement, avec empathie, avec un sentiment de solidarité, de colère, avec une volonté d'être en deuil. D'une certaine manière, quand une femme est assassinée, c'est nous tous qui sommes des orphelins. Donc, sentiment d'être en deuil, sentiment d'être en colère, d'avoir une volonté de résistance, mais aussi d'hommage. C'est ce que j'ai essayé moi-même de faire dans mon livre Laetitia, qui, j'espère,
appartient à cette contre-culture du féminicide. Mais bon, je suis évidemment pas le seul, hein. Il y en a eu beaucoup d'autres, même dans cette rentrée littéraire. On peut dire que le livre de Natacha Apana en fait partie. Et puis, il y a d'autres formes qui sont encore à inventer. Hein. Ce sont des jeunes femmes, souvent très jeunes, 20-25 ans, qui sont en train d'inventer des formes nouvelles qui ressortissent à cette contre-culture. Par exemple, des collages anonymes sur les murs des villes où on met de manière à la fois poétique et militante le prénom des femmes qui ont été tuées. Voilà une forme contre-culturelle. Et puis, au cœur de la pop culture m'intéresse beaucoup. Mon précédent livre, c'était sur Jean-Jacques Goldman. Après tout, pourquoi ce grand écart? Jean-Jacques Goldman, comme vous le savez peut-être, a eu un féminicide parmi ses proches. Hein. Sirima, avec laquelle il chantait en duo un de ses grands chefs-d'œuvre là-bas, a été tuée par son compagnon. Pour vous donner quelques exemples qui relèvent de cette contre-culture du féminicide en pop culture ou dans la musique, je citerai des chansons de Clara Luciani ou de Angèle, ou même, pour aller aux États-Unis, de Sabrina Carpenter. Sa chanson Tears et le clip qui va avec relèvent complètement d'une réflexion, d'une dénonciation, mais aussi d'une forme de militantisme à propos des meurtres de femmes. Donc d'une certaine manière, c'est une note d'optimisme que je voudrais instiller dans un sujet qui vraiment sinon serait désespérant. Merci Yvon Jablonka. Merci à vous pour cette écoute si attentive. Alors avant que vous ayez la possibilité d'aller sous le chapiteau en sortant de l'hôtel de ville et de découvrir ce livre, je ne l'ai pas dit, qui est d'ailleurs illustré de façon très intéressante. Il y a des cahiers et photos qui éclairent, qui illustrent le propos. On va faire circuler le micro et prendre 2 ou 3 questions, ça dépendra un petit peu. Merci beaucoup. Alors c'est étonnant parce que la journée d'hier, on l'a fini avec une lecture de Quentin Quenard sur, pendant 1h30, il nous a récité des féminicides. Et ensuite, enfin dans une salle comble. Et ensuite, il y avait une queue, comme j'en ai rarement vu, sur des gens qui voulaient se faire dédicacer effectivement ce livre sur les féminicides. Ça m'a interrogé aussi sur le mouvement de la dark romance qui se développe. Il y avait un article du Monde il y a un an, plus ou moins un an. Et voilà, je voulais avoir votre avis sur ce mouvement en fait. Alors, je suis pas sûr que Quentin Quenard soit lié avec la France, mais... Raphaël. Pardon. Merci, Raphaël Quenard. Mais enfin, voilà, j'avais envie de vous entendre là-dessus si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Les exemples que vous venez de donner montrent bien que la culture du féminicide nous entoure, nous y baignons, nous sommes drogués culturellement au féminicide. L'exemple de Clancy à Tatooine est très éloquent puisque c'est l'histoire d'un serial killer qui ne tue quasiment que des femmes et toujours de manière différente. Le génie masculin s'exprime par la variété, la diversité des moyens de mettre à mort les femmes. Du reste, l'auteur est très sympa, hein, il ne s'agit pas de ça. Mais vous voyez bien que j'ai une analyse sociale et structurelle. Il ne s'agit pas de dire lui est méchant, elle est gentille. C'est quelque chose qui nous traverse tous. Bon, comme vous le dites, il y avait une queue pour la signature, tant mieux pour lui. Pour ce qui est de la dark romance, c'est quelque chose d'encore plus complexe et intéressant, je crois, parce que ça renvoie à la manière dont nous élevons nos enfants et petits-enfants. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants ? Et je disais tout à l'heure qu'on est traversé par une contradiction qui est d'être authentiquement choqué par les féminicides qui arrivent tous les jours et en même temps drogué culturellement à la représentation, à la jouissance des meurtres de femmes. Et on le voit par exemple dans ce que nous donnons comme valeur à nos enfants. Et je parle en connaissance de cause puisque j'ai 3 filles et que je leur ai vraiment beaucoup soit lu avec ma femme des livres, soit montré des dessins animés. Et il y a énormément de livres, de contes, de dessins animés qui se terminent par la mise à mort de la sorcière. Hansel et Gretel, ou Réponse, ou Le magicien d'Oz. Là, il y a une maison qui tombe sur la sorcière et puis tout le monde chante The Witch is Dead. Enfin,
la fête, quoi. Et alors, vous me direz peut-être, bah oui, mais elle était très méchante, alors fallait la tuer à la fin. C'est vrai, ça fait partie de la morale. Mais à ce moment-là, c'est très précisément ce que j'appelle la culture du féminicide. Quand une femme ne se comporte pas comme on voudrait qu'elle se comporte, quand c'est une, entre guillemets, sorcière, eh bien, il devient licite de la tuer. Mais qu'est-ce qu'une sorcière? Est-ce qu'une sorcière, c'est une femme qui a la vie sexuelle qu'elle veut? Est-ce qu'une sorcière, c'est une femme qui travaille comme elle l'entend? Est-ce qu'une sorcière, c'est une femme qui a une liberté de parole ou une liberté de mouvement? Ça dépend des époques, mais dans tous les cas, on considérera que c'est une sorcière. Donc dès lors que ces œuvres qu'on propose aux enfants se terminent par la mort d'une sorcière, je dis que c'est très précisément ce qu'enseignent des millénaires de culture du féminicide. J'en arrive à la dark romance. Il se trouve que j'ai écrit récemment un article sur la dark romance, donc j'ai lu des livres de dark romance, et là encore, comme une espèce de névrose littéraire, c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent. En gros, c'est une jeune femme vulnérable, fragile, qui a eu une enfance cabossée, qui est kidnappée par un chef de gang, un mafieux, un criminel, bon, il y a des variations, et cet homme est particulièrement odieux avec elle et menaçant. Soit il la menace de la tuer, soit il lui fait des gestes pour l'égorger. Dans un des livres que j'ai lu, il lui tatoue ses initiales sur son ventre, vraiment des trucs vraiment des signes d'amour, quoi. Et à la fin, la jeune femme tombe amoureuse de lui. Et la morale, c'est que dans toute belle histoire d'amour, il y a de la violence, il y a des tentatives de meurtre. Ça fait partie d'une belle histoire d'amour et une femme aime ça. Voilà la morale de la dark romance. Là encore, je n'ai pas l'âme d'un censeur, et d'une certaine manière, si les jeunes filles lisent de la dark romance plutôt que de passer, comme mes propres filles, des heures sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est mieux. Mais bon, en tout cas, vous voyez là encore que c'est les doléances d'un père que je vous exprime ici. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que la dark romance véhicule la culture du féminicide et d'une certaine manière, ça peut avoir des effets de réel. Voilà, apprendre aux femmes à ne pas partir et à considérer qu'une belle histoire d'amour, il y a dedans des actes de violence et des tentatives de meurtre.